apprends à vivre sans mon argent. Les mots sont tombés comme une gifle, tranchants et définitifs. J'ai regardé Julian refermer ses ciseaux, coupant le plastique avec une satisfaction que je n'avais jamais vue sur son visage. Ma carte de débit, ma bouée de sauvetage pour l'épicerie, les petits plaisirs, les petits morceaux d'indépendance qui me restaient, gisaient hachés sur la table. Les morceaux se sont éparpillés sur le plancher de bois. Et pendant un instant, le silence a rempli la pièce. Je me suis agenouillée lentement, les genoux raidis par l'âge, et les ai ramassés un par un. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. J'ai juste dit « Tu as raison ». Julian a souri, inclinant la tête comme s'il avait gagné quelque chose. Il s'est adossé à sa chaise, les bras croisés, sûr de m'avoir remis à ma place. Je l'ai regardé, la montre chère à son poignet, la chemise impeccable qu'il n'avait, je le savais, pas repassée, et j'ai senti quelque chose durcir en moi. C'était mon fils, le garçon que j'emmenais à la bibliothèque tous les samedis, qui me tenait la main quand les orages l'effrayaient. Maintenant, il me regardait comme si j'étais une autre facture à payer. J'ai mis les morceaux hachés dans ma poche, les tenant comme une preuve. Mon cœur a eu mal, non seulement à cause de l'humiliation, mais aussi de la réalisation que mon propre fils me voyait comme un fardeau. Des années de sacrifices, de double quart de travail, de repas sautés, de vêtements de seconde main, pour qu'il puisse avoir des choses neuves, ont défilé dans mon esprit. Et cette maison, celle qu'il prétendait que je ne faisais que traverser, avait aussi été achetée avec l'argent que j'avais tiré de la vente de ma propre maison. Et pourtant, me voici, traité comme si je n'avais rien contribué. « Tu as raison », j'ai chuchoté à nouveau. Mais cette fois, les mots avaient un goût différent. Non pas de la reddition, mais de la détermination. Parce que je connaissais la vérité qu'il avait oubliée. J'ai construit cette vie morceau par morceau, et j'avais encore plus de pouvoir qu'il ne l'imaginait. Et bientôt, il apprendrait exactement combien. Après que Julian ait claqué la porte ce soir-là, je me suis assise seule à la table de la cuisine, les morceaux de ma carte toujours pressés dans ma paume. Mon esprit a fait un bond en arrière, les années se pliant comme des pages que j'avais lues maintes fois. Je n'avais que 30 ans quand son père est mort. Une attaque soudaine, sans avertissement, sans temps pour me préparer. Un jour, j'étais une épouse. Le lendemain, j'étais une veuve avec un garçon de 6 ans me fixant, posant des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Il n'y avait pas d'autre choix que de continuer. J'ai pris tous les quarts de travail supplémentaires que je pouvais à la bibliothèque, cataloguant des livres jusqu'à ce que mes yeux deviennent flous. Les week-ends, je donnais des cours particuliers de composition en anglais à des lycéens, amassant juste assez pour couvrir les besoins grandissants de Julian. J'ai appris à étirer $1 jusqu'à ce qu'il soit sur le point de se déchirer. Le dîner était du riz et des haricots plus de soirs que je ne peux m'en souvenir. Les vacances étaient des histoires dans des livres, pas des voyages que nous pouvions nous permettre. J'ai vendu le petit pendentif en diamant que ma mère m'avait laissé pour payer ses appareils dentaires. Plus tard, alors que l'université approchait, j'ai vendu la voiture que j'aimais, une vieille berline qui fonctionnait à peine, mais qui était la mienne. Julian avait besoin des frais de scolarité plus que j'avais besoin de roues. Je marchais au travail sous la pluie, tenant un parapluie qui s'inclinait dans le vent, me rappelant que ça en valait la peine. Chaque sacrifice, chaque douleur, chaque ampoule sur mes talons était pour lui. Et Julian a prospéré. Il n'a jamais vu les rides d'inquiétude gravées sur mon visage pendant que j'équilibrais les comptes tard le soir. Il voyait seulement les repas emballés, les vêtements propres, les manuels scolaires qui l'attendaient sur son bureau. Il a grandi en croyant que le succès était quelque chose qu'il avait accompli seul. Mais la vérité était différente. Ses victoires ont été payées avec mes nuits blanches, avec des bijoux vidés et des comptes bancaires asséchés. Maintenant, alors que j'étais assise dans sa maison des décennies plus tard, traitée comme une dépendante, je me demandais à quel point ces années étaient devenues invisibles pour lui. Le poids du sacrifice pressait toujours sur ma poitrine, plus lourd que jamais, et je savais que je ne pouvais plus le porter en silence. Il était temps pour lui de voir le prix qu'il avait oublié. Julian aimait jouer le rôle du fils dévoué. Lors des réunions de famille, il se levait, le bras nonchalamment autour de mon épaule, et annonçait « Je prends soin de ma mère. Elle serait perdue sans moi.
Les mots attiraient des hochements de tête admiratifs, quelques murmures sur le bonhomme qu'il était, et je souriais poliment, ravalant la vérité qui me brûlait la gorge. À huis clos, le scénario changeait. Il fouillait dans mes reçus d'épicerie, encerclant les articles qu'il jugeait inutiles. Un pot de miel, un sac de grains de café, un petit bouquet que j'avais acheté parce que la cuisine semblait moins seule avec un peu de couleur sur la table. « Tu as de la chance que je ne te coupe pas les vivres pour ces bêtises, » marmonnait-il, agitant les morceaux de papier comme des preuves lors d'un procès. Même si je payais pour tout avec mon propre argent, il me disait que je devais être reconnaissante. Reconnaissante pour le toit, les factures de service public, les miettes de dignité qu'il me permettait. Pourtant, quand ces relevés de cartes de crédit arrivaient, je voyais les chiffres, des frais de bar de luxe, de nouveaux gadgets livrés à la porte, des chaussures qui coûtaient plus cher que mes courses mensuelles. Il ne remettait jamais en question ses indulgences, seulement les miennes. Je mordais ma langue, avalant les indignités, regardant l'arrogance grandir en lui comme une ombre qui engloutissait chaque once de gentillesse dont je me souvenais. Il s'était convaincu qu'il était le pourvoyeur, le sauveur, celui qui me portait. En réalité, il était aveugle à la vérité. La vie qu'il affichait a été construite sur des sacrifices qu'il n'a jamais reconnus. Chaque fois que je me taisais, je me demandais si je ne lui apprenais pas que ce traitement était acceptable. Mon silence était devenu un bouclier, mais aussi une prison. Et à mesure que ses vantardises devenaient plus fortes, la douleur à l'intérieur de moi en faisait de même. J'ai commencé à voir clairement que l'arrogance ne faisait pas qu'obscurcir son jugement. Elle lui avait déjà volé son respect. Et si je continuais à ne rien dire, elle me volerait le mien aussi. Ce soir-là, alors qu'il exhibait une montre flambant neuve achetée sans hésitation, j'ai réalisé qu'il était temps de protéger ma propre valeur avant qu'il ne la dépense aussi. Julian ne m'a jamais interrogé sur mon argent, parce qu'il supposait qu'il n'y avait rien à demander. Dans son esprit, j'étais une enseignante à la retraite vivant de reste, dépendante de sa générosité. Il n'avait aucune idée qu'après ma retraite, alors qu'il était occupé à exhiber ses promotions, je construisais tranquillement quelque chose de mien. Cela a commencé petit, dans un compte que j'ai ouvert dans une autre banque, une qu'il ne connaissait pas. Chaque mois, je mettais de côté une partie de ma pension, parfois seulement quelques centaines, parfois plus. J'ai refusé de le laisser voir les relevés. Il pensait que je dépensais chaque centime en épicerie et en dons à l'église, et je l'ai laissé croire cela. Mais je n'ai pas seulement économisé, j'ai appris. J'ai lu sur les obligations, les fonds communs de placement et les comptes à haut rendement. La nuit, quand la maison était silencieuse, j'étudiais les tableaux de taux d'intérêt et les projections de rendement de la même manière que je corrigeais des dissertations. Lentement, les chiffres ont grossi. Ce qui a commencé comme un filet de sécurité prudent est devenu quelque chose de bien plus grand. Maintenant, répartis sur plusieurs comptes, mes économies s'élevaient à plus de 240 000. C'était modeste par rapport aux fortunes des magazines. Mais pour moi, cela signifiait la liberté. Cela signifiait que je n'aurais jamais vraiment besoin de Julian. Cela signifiait que le choix de partir était toujours le mien, même s'il ne l'avait pas encore réalisé. Et puis il y avait le chalet. Une petite maison usée en bordure de la ville, payée en totalité il y a des années, à mon nom. Je l'ai gardée secrète, la réparant petit à petit avec de l'argent que Julian pensait avoir disparu dans des comptes. Il n'a jamais su qu'elle existait parce qu'il n'a jamais imaginé que je pouvais me débrouiller sans lui. Chaque reçu, chaque relevé bancaire, chaque titre de propriété était gardé dans des dossiers organisés dans le tiroir verrouillé de mon bureau. Je les ai gardés comme une enseignante garde des plans de cours, organisés, complets, prêts à prouver un point quand le moment serait venu. Et je savais que ce moment approchait. L'arrogance dans la voix de Julian, la suffisance dans ses yeux, ce n'était qu'une question de temps avant que je ne doive lui montrer ce qu'il avait choisi d'ignorer. C'était censé être une petite chose, une simple robe pour l'événement de collecte de fonds de l'église. Je n'avais rien acheté de neuf depuis des années, et quand je l'ai trouvé en solde, j'ai pensé que c'était une indulgence inoffensive. Mais quand Ken a trouvé le reçu sur le comptoir, il l'a tenu comme si c'était un verdict. 180. Tu es folle, maman? Sa voix a résonné dans la maison, tranchante et pleine de mépris. C'est irresponsable.
Tu ne peux pas simplement jeter de l'argent par les fenêtres comme ça. Je suis restée là, le regardant agiter le morceau de papier. Julian, ce n'est pas un luxe. C'est pour une soirée, un événement spécial. Et d'ailleurs, tu te souviens de ce voyage de golf que tu as fait le mois dernier qui a coûté 3000? C'est différent, a-t-il coupé. Le golf, c'est pour le réseautage. C'est pour ma carrière. Ta robe n'est rien d'autre que de la vanité. J'ai senti les mots s'enfoncer comme des pierres, lourds et injustes. Pendant des décennies, je me suis privée pour qu'il puisse tout avoir. Sport, université, voyages à l'étranger. Et maintenant, quand je me suis enfin permis un achat modeste, il osait me traiter de dépensière. L'hypocrisie était insupportable. Je pouvais entendre l'écho de mes propres pas sur les trottoirs mouillés par la pluie, transportant des courses après avoir vendu ma voiture. Je pouvais voir la boîte vide où mes bijoux se trouvaient autrefois, échangés contre ses frais de scolarité. Chaque sacrifice est revenu à moi à ce moment-là, plus net que sa voix. Sans dire un mot de plus, Julian a marché jusqu'au bureau, a pris les ciseaux et est revenu. Je savais ce qui allait arriver, mais je n'ai pas bougé. Il a tenu ma carte de débit en l'air comme un trophée et l'a coupée en deux, le plastique se fissurant sous les lames. Les morceaux sont tombés au sol. « Voilà », a-t-il dit avec finalité. « Fini les dépenses imprudentes. Apprends à vivre sans mon argent. » Je me suis baissée, j'ai ramassé les morceaux et je me suis redressée. Mais je n'ai pas pleuré. Quelque chose en moi a bougé. Ma patience, étirée trop longtemps, s'est durcie en détermination, car si Julian pensait que c'était la fin de mon indépendance, il n'avait aucune idée de la tempête qui se formait déjà en silence. La maison était silencieuse, sauf pour le léger grincement des escaliers pendant que Ken montait dans sa chambre. Quand sa porte s'est refermée, j'étais déjà assise à mon petit bureau dans la chambre qu'il m'avait assignée. Les morceaux de ma carte coupée étaient disposés comme des fragments d'une promesse brisée. Je les ai fixés pendant longtemps, puis j'ai pris le téléphone. Le premier appel était pour la banque. Ma voix n'a pas tremblé pendant que je confirmais mon identité et demandais aux représentants de fermer le compte joint. J'ai demandé que la moitié du solde, ma part légitime, soit transférée sur un compte à mon seul nom. Le deuxième appel était pour une vieille amie, Evelyne, une avocate qui s'était autrefois assise à côté de moi dans des conseils de bibliothèque et m'avait plus tard aidé à rédiger mon testament. Elle a répondu d'une voix endormie, mais chaleureuse. Et quand j'ai expliqué ce qui s'était passé, son ton est devenu plus vif. « Envoie-moi les documents demain. Titre de propriété, relevé de retraite, tout ce que tu veux protéger. Assurons-nous que tout est à l'épreuve des balles. » Après que nous ayons raccroché, j'ai ouvert le tiroir verrouillé où j'avais tout gardé organisé. Des dossiers étiquetés, des reçus bien agrafés, des titres de propriété protégés. Des années de diligence silencieuse se sont étalées devant moi comme un arsenal. J'ai préparé une cafetière de café fort, du genre qui remplit l'air de confort et de détermination. Assise à la petite table près de la fenêtre, j'ai bu lentement, laissant la chaleur m'apaiser. Je ne me sentais plus effrayée, juste claire. Julian pensait que couper une carte m'enfermerait. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'il m'a libérée. Il m'a forcé à revendiquer ce qui a toujours été mien. Quand l'horloge a sonné minuit, le virement bancaire était terminé. Mon avocate était en alerte et mes prochaines étapes se formaient déjà. À l'étage, Julian dormait profondément, ignorant que son château de cartes commençait à s'effondrer. L'après-midi suivant, je savais que le silence ne durerait pas. Julian est parti de la maison avec son arrogance habituelle, les clés qui tintaient, le téléphone à la main. Je suis restée en arrière, pliant du linge sur la table, attendant la tempête que je savais qu'il y aurait. Plus tard, j'ai découvert exactement comment tout s'est passé. Il est allé à un café près de son bureau, a commandé un sandwich et un café, et a glissé la carte avec cette confiance désinvolte qu'il avait toujours. Refusé. La caissière lui a demandé d'essayer à nouveau. Il a ri, glissant la carte une fois de plus, refusé. Cette fois, la file derrière lui est devenue agitée. Quelqu'un a soupiré. Un autre a chuchoté. Le front de la caissière s'est plissé pendant qu'elle répétait le mot comme un marteau qui tombe. Refusé. Le visage de Julian est devenu rouge.
Il a cherché une autre carte, marmonnant quelque chose à propos de la machine défectueuse. Mais le mal était déjà fait. Les yeux étaient sur lui, regardant l'homme qui se vantait de son contrôle financier, tout à coup échoué. Il est parti en colère, laissant le sandwich intact. Sur le parking, il a appelé la banque. Sa voix, habituellement pleine d'autorité, portait de la panique. « Bonjour, c'est Julian Thompson. Ma carte ne fonctionne pas. Que se passe-t-il » Le représentant a vérifié le compte. « Monsieur, votre compte joint a été fermé ce matin à 9h30 par la cotitulaire, Madame Marissa Thompson. Les fonds ont été transférés en conséquence. » Il y a eu une longue pause, assez longue pour que j'imagine son souffle s'arrêter. « Elle ne peut pas faire ça, » a-t-il bégayé. « Si, monsieur. Sur les comptes joints, l'une ou l'autre des parties a l'autorité égale de fermer ou de retirer. Le solde a été divisé, et votre part reste accessible dans votre compte personnel. » Les mots l'ont frappé plus fort que les chuchotements au café. L'argent qu'il pensait être exclusivement le sien n'a jamais été seulement le sien. C'était le nôtre. Et maintenant, il était divisé. Il a raccroché et est rentré chez lui pâle et avec la mâchoire serrée. J'ai entendu la porte d'entrée claquer, le lourd bruit de ses chaussures sur le sol. Et quand il a appelé mon nom, sa voix ne portait pas de triomphe, mais le côté brut de l'incrédulité. La porte a claqué assez fort pour faire trembler le chambranle, et la voix de Julian a suivi, tranchante et frénétique. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» Je n'ai pas levé les yeux immédiatement. J'ai continué à plier la serviette dans mes mains, lissant les bords jusqu'à ce qu'ils s'alignent parfaitement avant de la placer sur la pile. Ce n'est qu'alors que j'ai rencontré ses yeux. « J'ai fait exactement ce que tu m'as dit de faire, » j'ai dit calmement. « J'ai appris à vivre sans ton argent. » Son visage était rouge, sa poitrine haletait. « Tu as fermé le compte. As-tu une idée de ce que tu as fait ?» J'ai retiré ma moitié, j'ai répondu. 87 000. Rien de plus. La couleur a fui de son visage. Il ne s'attendait pas à ce que je connaisse le montant exact. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. « Je t'ai regardé pendant des années, Julian, prétendre que tu me soutenais pendant que tu dépensais librement pour toi-même. » Il a essayé de parler, mais sa gorge ne fonctionnait pas, la lutte s'échappant de lui. L'homme qui s'était moqué de moi comme d'une dépendante était maintenant acculé par ses propres mensonges. « Et encore une chose, » j'ai ajouté, laissant ma voix durcir. « Tu as supposé tout ce temps que je ne comprenais rien à l'argent, mais j'économisais aussi. Plus de 200 000 répartis sur des comptes et des investissements. Indépendante de toi, indépendante de n'importe qui. » La pièce est devenue silencieuse, sauf pour le bourdonnement du sèche-linge. Les yeux de Julian sont passés de mon visage aux serviettes pliées, comme si la vérité elle-même était trop lourde à supporter. Il s'est effondré dans une chaise. Il ne restait plus d'arrogance, juste du choc. J'ai posé la dernière serviette sur la pile et j'ai essuyé mes mains. Le silence entre nous portait plus de poids que n'importe quelle dispute, et je savais que l'équilibre dans cette maison avait changé pour toujours. Julian était assis courbé à la table de la cuisine, les mains agrippant le bord comme si cela pouvait le maintenir stable. J'ai mis les serviettes pliées de côté et j'ai tiré une chaise pour m'asseoir en face de lui. Pour la première fois, il n'a pas essayé de combler le silence avec sa bravade habituelle. Il m'a juste fixé, s'attendant à ce que je m'adoucirais, que je reculerais comme je l'avais toujours fait. Mais je ne l'ai pas fait. « Ça s'arrête maintenant », j'ai dit calmement. « À partir d'aujourd'hui, je ne suis pas ta dépendante. Je suis ton égale. » Sa mâchoire s'est contractée. « Maman, tu ne comprends pas. » « Je comprends parfaitement, » je l'ai interrompu. « Je comprends que tu as construit une histoire où tu étais le pourvoyeur et j'étais le fardeau. Mais cette histoire n'est pas vraie. Je ne te laisserai plus l'utiliser. » Les mots semblèrent le vider. Il a hoché la tête lentement, les yeux fixés sur la table. « Très bien, nous ferons à ta façon. » Mais j'ai entendu la différence dans son ton. Ce n'était pas du respect. C'était de la peur. La peur d'être exposé aux autres, de perdre l'image qu'il avait construite. Il n'était pas d'accord parce qu'il croyait en moi. Il était d'accord parce qu'il n'avait pas le choix. J'ai laissé le silence s'étendre. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas exigé plus que sa promesse réticente.
Je n'avais aucun intérêt à le convaincre de me valoriser. J'avais juste besoin d'assurer ma position et de protéger ce qui était mien. Bien, j'ai dit finalement. Alors c'est réglé. Il a hoché la tête à nouveau, bien que ses épaules soient tombées avec un ressentiment qu'il ne pouvait pas cacher. J'ai pris mes papiers dans le tiroir du bureau et les ai mis dans mon sac à main. Il n'a pas demandé où j'allais, et je n'ai pas offert d'explication, parce que pendant que Julian pensait que le sujet était clos, je me préparais déjà pour la prochaine étape, une qui me libérerait pour ne plus jamais avoir besoin de sa permission. 3 jours plus tard, j'ai mis mes affaires dans 2 valises bien rangées et j'ai quitté la maison de Julian sans cérémonie. Il ne m'a pas suivi jusqu'à la porte et je n'ai pas demandé d'aide pour porter mes sacs. À midi, je déverrouillais la porte d'entrée de mon chalet, un endroit qui était le mien depuis des années, bien que je l'ai gardé secret. Le titre de propriété n'avait que mon nom, preuve que certaines parties de ma vie m'avaient toujours appartenu uniquement. Les pièces sentaient légèrement le cèdre du bardage, un parfum qui me rappelait les années que j'avais passées à rénover silencieusement l'endroit. Ce n'était pas grandiose, mais c'était complet, et c'était le mien. J'ai posé mes valises sur le sol, j'ai passé ma main sur la rampe usée, et j'ai senti quelque chose que je n'avais pas senti depuis longtemps. Une liberté sans excuse. Cet après-midi-là, j'ai visité la banque pour ouvrir de nouveaux comptes. Cette fois, il n'y aurait pas de signature conjointe, pas de ficelle que Julian pourrait tirer. J'ai désigné ma nièce comme bénéficiaire, une jeune femme qui m'avait rendu visite plus en un an que mon fils en 5. Cela semblait juste. Julian m'a rendu visite une fois quelques jours plus tard. Il s'est tenu sur le porche, les épaules tombantes, la voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Il n'a pas discuté, ne m'a pas sermonné, ne m'a pas fait la leçon. Il a juste demandé comment je m'installais, puis il est parti rapidement, comme si le poids de mon indépendance était plus lourd qu'il ne pouvait le supporter. Quand il est parti, j'ai préparé une tasse de café et j'ai emporté une tasse sur le porche. Je me suis assise avec le journal étalé sur mes genoux, le soleil se couchant bas derrière les arbres. Julian m'a dit d'apprendre à vivre sans son argent. Il ne savait pas que ma liberté ne coûtait rien et que la vraie leçon serait pour lui. Au final, j'ai souri avec mon café, car la paix de ne dépendre de personne est la chose la plus précieuse que l'on puisse avoir. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? J'aimerais beaucoup connaître votre avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé mon histoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser votre j'aime sur le bouton du pouce levé, cela m'aide beaucoup. Partagez aussi avec plus de personnes. Votre participation est très importante pour moi. Je compte sur vous, d'accord? Je vous attends pour la prochaine histoire.